Il y avait 3 ans que Madame Blido et sa sœur avaient les petits orphelins, elle s'y attachait chaque jour davantage, et il devenait de plus en plus aimable et charmant. La tendresse de Jacques pour son frère excitait l'intérêt de tous ceux qui en étaient témoins. Paul aimait son frère avec la même affection, tous deux étaient tendrement attachés à Madame Blido et à Elfie. Tous parlaient souvent avec amitié et reconnaissance du bon monsieur Moutier, depuis longtemps on n'en avait aucune nouvelle. Dans les premiers mois il était revenu à 2 reprises passer avec Capitaine quelques jours à l'Ange Gardien, il avait écrit plusieurs fois pour s'informer de ce qui s'y passait, Madame Blido lui avait exactement et longuement répondu, elle avait appris qu'il quittait le pays pour s'engager, elle n'avait pas su d'autres détails. Pendant ce silence prolongé, la campagne de Crimée avait eu lieu, elle s'était terminée comme elle avait commencé, avec beaucoup de gloire et de lauriers, mais des deuils innombrables furent la conséquence nécessaire de ces immortelles victoires. Au village de l'Ange Gardien, plus d'une famille pleurait un fils, un frère, un ami. Quelques-uns revenaient avec une jambe ou un bras de moins, ou des blessures qui les rendaient incapables de continuer leur service. Un matin, Jacques et Paul balayaient le devant de la porte de l'Ange Gardien, Madame Blido et Elfie préparaient le dîner, lorsqu'un homme, qui s'était approché sans bruit, arrêta doucement le balai de Paul. Celui-ci se retourna et se mit à crier, « Jacques, au secours! On me prend mon balai !» Jacques bondit vers son frère pour le défendre énergiquement, lorsqu'un regard jeté sur le prétendu voleur lui fit abandonner son balai, il se précipita dans les bras de l'homme en criant, « Maman! Ma tante! Monsieur Moutier, notre bon monsieur Moutier !» Madame Blido et Elfie apparurent immédiatement et se trouvèrent en face de Moutier, qui laissa Jacques et Paul pour donner un cordial bonjour à ses 2 amis. Ce fut un moment de grande joie. Une fois rentrés, tous parlaient à la fois et faisaient 1000 questions sans donner le temps d'y répondre. Enfin, Moutier parvint à faire comprendre pourquoi il n'avait plus donné de ses nouvelles. Peu de temps après son retour au pays, il a appris qu'il courait des bruits de guerre avec la Russie. Il avait fait son temps, il est vrai, mais, un soldat reste toujours soldat. Il avait quelque chose dans le cœur qui le poussait à rejoindre ses anciens camarades, quand la guerre fut déclarée, il reprit un engagement pour 2 ans, et il partit. Depuis ce jour, impossible d'écrire. Toujours en campagne. Ils ont grimpé des rochers à pic sous une grêle de balles et de mitrailles, ils ont chassé les Russes du plateau où ils s'étaient très joliment installés. À Malakoff, où il a attrapé 2 balles, une dans le bras gauche, qui est restée un peu roide, et une à travers le corps, qui a failli l'emporter et qui l'a fait réformer. Aussitôt guéri, aussitôt parti, avec l'idée de faire une reconnaissance du côté de l'Ange Gardien. C'est qu'il n'avait oublié personne ici, ni les pauvres enfants, ni les bonnes et chères hôtesses. Il était sûr de trouver un bon accueil, il a pensé qu'il pouvait bien venir pour quelques jours se remettre au service de Mademoiselle Elfie, qui s'est si bien commandée. Moutier sourit en disant ces mots, Madame Blido rit bien franchement. Elfie rougit. « Qu'est-ce que vous avez là ?» dit Jacques qui était près de Moutier et qui jouait avec sa croix d'honneur. Moutier. « C'est une croix que j'ai gagnée à Malakoff. » Elfie. « Et vous ne nous le disiez pas ? Vous l'avez pourtant bien gagnée certainement. » Moutier. « Mon Dieu, mamselle, pas plus que mes autres camarades, ils en ont fait tout autant que moi, seulement ils n'ont pas eu la chance comme moi. » Elfie. « Mais, pour que vous ayez eu la croix, il faut que vous ayez fait quelque chose de plus que les autres. » Moutier. « Plus, non, mais voilà, c'est que j'ai eu la chance de rapporter au camp un drapeau et un général. » Elfie. « Comment, un général ? » Moutier. « Oui, un pauvre vieux général russe blessé qui ne pouvait pas se tirer des cadavres et des débris de Malakoff. J'ai pu le sortir de là comme le fort venait de sauter, et je l'ai rapporté dans le drapeau que j'avais pris, en nous en allant, comme j'approchais des nôtres, une diable de balle s'est logée dans mon bras, ce n'était rien, je pouvais encore marcher, lorsqu'une autre balle me traverse le corps, pour le coup je suis tombé, me recommandant moi et mon blessé à la Sainte Vierge et au bon Dieu, on nous a retrouvés, je ne sais ce qu'a dit ce général quand il a pu parler, mais toujours est-il que j'ai eu la croix et que j'ai été porté à l'ordre du jour. C'est le plus beau de mon affaire, j'avoue que j'ai eu un instant de gloriole, mais ça n'a pas duré, Dieu merci. Madame Blido. Vous êtes modeste, monsieur Moutier, un autre ferait sonner bien haut ce que vous cherchez à amoindrir. Paul. Maman, j'ai faim, je voudrais dîner. Moutier, se levant. C'est moi qui vous ai mis en retard, qui ai mis le désordre dans votre service. Mamselle Elfie,
me voici prêt à vous servir, j'attends les ordres. Elfie. Je n'ai pas d'ordre à vous donner, monsieur Moutier, laissez-vous servir par nous, c'est tout ce que je vous demande. Jacques, mets vite le couvert de ton ami. Jacques ne se le fit pas dire 2 fois, en 3 minutes le couvert fut mis. Pendant ce temps, Moutier coupa du pain, tira du cidre à la cave, versa la soupe dans la soupière et le ragoût de viande dans un plat. On se mit à table. Jacques demanda à se mettre à côté de monsieur Moutier, Paul prit sa place accoutumée près de son frère. Après le repas les discussions reprennent. Comme te voilà grandi, mon ami, dit Moutier en passant amicalement la main sur la tête de Jacques et Paul. Le voilà grand comme tu l'étais la première fois que je t'ai vu. Elfie. Et il est aussi sage que Jacques, ce qui n'est pas peu dire. Il lit déjà couramment, et il commence à écrire. Moutier. Et toi, Jacques? Où en es-tu de tes études? Jacques. Oh. Moi, je suis plus vieux que Paul, je dois savoir plus que lui. Je vous ferai voir mes cahiers. Moutier. Oh. Oh, mes cahiers. Tu es donc bien savant? Jacques. Je fais de mon mieux, le maître d'école dit que je fais bien, je tâche, toujours. Moutier. Bon garçon. Va. Tu es modeste, je vois ça. Paul. Monsieur Moutier, est-ce que vous êtes toujours soldat? Moutier. Je suis sergent, mon garçon. Elfie. Et vous ne nous le disiez pas? Quand avez-vous été nommé sergent? Moutier. Après Inkermann. J'ai toujours eu de la chance. Après l'Alma, caporal, puis sergent, puis la médaille, puis la croix. Jacques. Racontez-nous ce que vous avez fait pour avoir tout cela, mon bon monsieur Moutier. Moutier. Mon Dieu, j'ai fait comme les autres, seulement à l'Alma, j'ai eu le bonheur de sauver mon colonel blessé, je suis tombé sur un groupe de Russes qui l'emportaient, j'ai sabré, piqué, je me suis tant démené, que j'en ai tué, blessé, les autres sont partis tout courant et criant. Tchiort. Tchiort. Ce qui veut dire, le diable. Le diable. Madame Blido. Et puis, pour le reste? Moutier. Eh bien, après Inkermann, ils m'ont nommé sergent, parce qu'ils ont dit que j'avais fait le travail de 10 et que j'ai dégagé un canon que les Russes employaient, un canon anglais. Beau mérite. Il ne valait pas la douzaine de pauvres diables que j'ai tués pour leur avoir. Mais enfin, c'est comme ça, je suis devenu sergent tout de même. Elfie. Et la médaille? Moutier. Vous n'oubliez rien, mamselle Elfie. La médaille, c'est à Tractyr, pour avoir culbuté quelques Russes dans le ruisseau au-dessous. Nos hommes avaient perdu leur sous-lieutenant, c'est moi qui avais pris le commandement juste au bon moment. Encore et toujours la chance. Mais, qu'avez-vous donc, mamselle Elfie? Vous avez les yeux pleins de larmes. Est-ce que je vous aurais chagriné sans le vouloir? Elfie. Non, mon cher monsieur Moutier, c'est votre modestie qui me touche. Si courageux et si modeste, ne faites pas attention, ça passera, c'est le premier moment. Jacques lui demanda ce qu'était devenu le général prisonnier. Moutier. Nous sommes venus ensemble, tous deux bien malades. Il avait comme moi le corps traversé d'une balle et d'autres blessures encore, c'est un brave homme qui n'a jamais voulu me quitter. Nous avons été à l'hôpital de Marseille, il a voulu qu'on me mît auprès de lui dans une chambre particulière, et, pour achever de nous guérir, on nous a ordonné les eaux de Bagnoles. Nous sommes arrivés à Paris, où le général devait séjourner, il voulait m'emmener aux eaux pour m'épargner le voyage à pied par étapes, mais je lui avais raconté mon histoire, et je lui ai dit que je voulais absolument revoir mes enfants, et aussi, mes bonnes amies. Que diantre, je peux bien vous appeler mes bonnes amies, puisque vous soignez ces enfants et que je n'ai personne au monde que vous qui m'aimiez, et que je n'ai eu de bonheur que chez vous, auprès de vous, et que, si ce n'était les convenances et la nécessité de me faire un avenir, je ne bougerais plus d'ici, et que je me ferais votre serviteur, votre défenseur, tout ce que vous voudriez. Madame Blido, souriant. Oh. Moi d'abord, je ne vous défends pas de nous traiter avec amitié, parce que nous vous aimons bien et que nous sommes bien heureuses de vous revoir. N'est-ce pas, Elfie? Elfie. C'est la vérité, mon cher monsieur Moutier, nous avons bien souvent parlé de vous et désiré votre retour. Moutier. Merci, mes bonnes amies, merci.
Mais il y a quelqu'un que j'oublie dans ma joie de me retrouver ici. Que devient le pauvre Torchonnet? Jacques. Toujours bien malheureux, bien misérable. Depuis 3 jours je ne l'ai pas vu, peut-être est-ce parce qu'il a plus à faire. Il est venu ces jours-ci un monsieur à l'auberge de Torchonnet, un beau monsieur dans une belle voiture, il est reparti hier avec sa belle voiture. Ce qui est drôle, c'est que ce monsieur n'est pas sorti une fois de l'auberge, probablement que Torchonnet a été occupé avec lui au-dedans. Moutier. Nous irons faire une reconnaissance de ce côté, mais il faudra la faire habilement, à la tombée du jour, pour que l'ennemi ne nous surprenne pas Jacques. L'aubergiste n'est pas revenu encore, il ne reste que sa femme. Paul. Et le bon capitaine, qu'est-il devenu? Moutier. Capitaine est mort en brave, au siège de Sébastopol, la tête emportée par un boulet, en montant une garde avec moi par 20 degrés de froid. Jacques. Pauvre capitaine. J'espérais bien le revoir. L'après-midi se passa en conversation et promenade, mais on évita d'aller du côté de l'auberge Bournier. Ce ne fut qu'après le souper, quand il commença à faire nuit, que Moutier accompagné de Jacques, se dirigea de ce côté pour tâcher d'avoir des nouvelles du pauvre Torchonnet. Ils firent un grand détour pour arriver par les derrières de l'auberge, Moutier marchait, guidé par Jacques, dans les sentiers et les ruelles les plus désertes. Ils arrivèrent ainsi jusqu'au bâtiment qui servait de commun. Tout était sombre et silencieux, les portes étaient fermées. Pas moyen de pénétrer dans l'intérieur. Un hangar ouvert leur permit d'approcher. Ils y étaient depuis quelques instants, cherchant un moyen d'arriver jusqu'à Torchonnet, lorsqu'une porte de derrière s'ouvrit. Un homme en sortit sans bruit, Moutier reconnut l'aubergiste, faiblement éclairé par la lanterne sourde qu'il tenait à la main. Il se dirigea vers le charbonnier, séparé du hangar par une cloison en planche, il en ouvrit la porte avec précaution et entra. « Voilà ton souper que je t'apporte, dit-il d'une voix rude, mais basse. L'étranger est parti, demain tu reprendras ton ouvrage, et si tu as le malheur de raconter un mot de ce que tu as vu et entendu, de dire à n'importe qui comme quoi tu as été enfermé ici pendant que l'étranger était à l'auberge, je te briserai les os et je te brûlerai à petit feu. Entends-tu ce que je te dis, animal ? Oui, monsieur, répondit la voix tremblante de Torchonnet. L'aubergiste sortit, referma la porte et rentra dans la maison. Quand Moutier fut bien assuré qu'on ne pouvait pas l'entendre, il s'approcha de la cloison et dit à Jacques d'appeler Torchonnet à voix basse. « Torchonnet, mon pauvre Torchonnet, dit Jacques, pourquoi es-tu enfermé dans ce trou noir ?» Torchonnet. « C'est vous, mon bon Jacques ? Comment avez-vous su que ce méchant homme m'avait enfermé ? Je ne sais pas pourquoi il m'a mis ici. » Jacques. « Depuis quand y es-tu ? » Torchonnet. « Depuis le jour où est arrivé un beau monsieur, dans une belle voiture, avec une cassette pleine de choses d'or. Il a eu pitié de moi, il a dit à mon maître que j'avais l'air malade et malheureux. Il lui a proposé de donner de l'argent pour me placer ailleurs, mon maître a refusé. Alors ce bon monsieur m'a donné une pièce d'or en me disant d'aller lui acheter pour 1 franc de tabac et de garder le reste pour moi. Mon maître m'a suivi, m'a arraché la pièce d'or avant que j'eusse seulement eu le temps de sortir dans la rue. J'ai voulu crier, il m'a saisi par le cou, m'a entraîné dans ce charbonnier et m'a jeté dedans en me disant que, si j'appelais, il me tuerait. Il m'apporte tous les soirs un morceau de pain et une cruche d'eau. Moutier. Pauvre garçon. La voix de Moutier fit tressaillir Torchonnet. Torchonnet. Mon Dieu. Mon Dieu. Il y a quelqu'un avec vous, Jacques ? Mon maître le saura, il dira que j'ai parlé, et il me tuera. Moutier. Sois tranquille, pauvre enfant. C'est moi qui t'ai aidé, il y a 3 ans, à porter ton sac de charbon, je suis l'ami, le père de Jacques, et je ne te trahirai pas. Quand le monsieur est-il parti ? Torchonnet. Le maître dit qu'il est parti, mais je ne crois pas, car j'ai entendu ce soir la voix du monsieur, qui parlait très haut, puis mon maître qui jurait, et puis beaucoup de bruit comme si on se battait, et puis le frère et la femme de mon maître qui parlaient très fort, puis rien ensuite, et il est venu m'apporter mon pain. À peine était-il assez éloigné pour qu'on n'entendît plus ses pas,
Au moment où Moutier allait quitter le hangar sombre qui l'abritait, la porte de l'auberge s'ouvrit encore une fois, l'aubergiste Bournier sortit à pas de loup, écouta, et, se retournant, dit à voix basse, « Personne. Pas de bruit. Dépêchons-nous, la lune va se lever, et notre affaire serait manquée. » Il rentra, laissant la porte ouverte, Moutier s'y glissa après lui, le suivit, et s'arrêta en face d'une chambre dans laquelle entra l'aubergiste. Une faible lumière éclairait cette pièce, un homme était étendu par terre, garrotté et bâillonné. Le frère et la femme de Bournier le soulevèrent par les épaules, l'aubergiste prit les jambes, et tous trois s'apprêtaient à se mettre en marche, quand Moutier bondit sur eux, et cassa la cuisse de l'aubergiste d'un coup de pistolet, brisa le crâne du frère avec la poignée de ce pistolet, et renversa la femme d'un coup de poing sur la tête. Tous trois tombèrent, l'aubergiste seul poussa un cri en tombant. Moutier le roula dans un coin, sans avoir égard à ses hurlements, coupa avec son poignard les cordes qui attachaient le malheureux étranger, arracha le mouchoir qui l'étouffait, garrotta l'aubergiste. Il courut dans la salle d'entrée, ouvrit la porte qui donnait sur la rue et tira un coup de pistolet en l'air en criant « Au voleur !» À l'assassin. Une douzaine de portes s'ouvrirent, des têtes épouvantées apparurent. « Par ici, à l'auberge !» cria Moutier. « Arrivez vite, il n'y a plus de danger. » Cette assurance donna du courage aux plus hardis. Quelques hommes armés de couteaux et de bâtons se dirigèrent, non sans trembler, vers l'auberge. Ils entrèrent avec hésitation dans la salle et se groupèrent près de la porte, n'osant avancer, dans l'incertitude des dangers qu'ils pouvaient courir encore et dans l'ignorance des événements qui se passaient. Pendant qu'il hésitait et se consultait, Elfie entra précipitamment, elle avait entendu le coup de pistolet, l'appel de Moutier, et accourait en appelant les gens du village pour le secourir, ainsi que Jacques qu'elle croyait encore avec Moutier. Elfie. Que se passe-t-il ici? Pourquoi restez-vous dans la salle? Où est monsieur Moutier? Pourquoi n'entrez-vous pas dans les appartements? Un brave. C'est que voyez-vous, mademoiselle Elfie, on ne sait pas ce qui peut arriver, ce n'est pas prudent de se trop avancer sans savoir à qui on a affaire. Ce Bournier est un mauvais gueux, on n'aime pas à se faire des querelles avec des gens comme ça. Elfie. Et vous laissez peut-être égorger quelqu'un de peur d'attraper un coup ou de vous faire un ennemi. Moi, femme, j'aurai plus de courage que vous. Elle se précipita dans les chambres qui se trouvaient près de la salle en appelant « Monsieur Moutier, où êtes-vous? Où est Jacques? Que vous est-il arrivé? On vient à votre aide. » Elle ne tarda pas à entrer dans la pièce où était étendu l'aubergiste garrotté, le frère ne donnant aucun signe de vie, la femme évanouie. Moutier jetait de l'eau sur le visage saignant de l'étranger, qui était resté par terre, il ignorait s'il n'y avait aucune blessure grave et si le sang dont il avait le visage inondé provenait d'une blessure ou d'un fort saignement de nez. À la voix d'Elfie, il se releva, et, allant à elle, « Ma bonne, ma chère Elfie, je suis désolé de vous voir ici, n'y restez pas, je vous en prie. Envoyez-moi du monde. » Pourquoi êtes-vous venue? Elfie. J'avais entendu le coup de pistolet et votre voix, je craignais qu'il ne vous fût arrivé malheur, et je suis accourue. Ils sont là dans la salle une douzaine d'hommes, mais ils n'osent pas entrer, alors je suis venue. Sans avoir égard au danger. Je n'oublierai pas cela, Elfie, dit Moutier lui serrant affectueusement les mains. Non, jamais. Mais, puisque vous voilà, appelez-moi du monde, il faut soigner ces gueux-là, allez chercher les gendarmes et tirer d'ici ce pauvre monsieur qu'ils ont voulu tuer pour le voler sans doute. J'avais renvoyé Jacques près de vous avant d'entrer. Elfie, sans faire de questions, retourna à la salle, dit brièvement aux hommes ce que Moutier leur demandait, et retourna en toute hâte à l'ange gardien pour rassurer sa sœur, qui était restée avec Paul. Elfie rencontra à la porte de l'auberge de Bournier le petit Jacques qui accourait aussi tout effrayé, il avait entendu le coup de pistolet, et il se dépêchait d'arriver au secours de son ami. Il avait été retardé par le chemin plus long qu'il avait dû prendre pour revenir au village. Elfie lui expliqua en peu de mots ce qui venait d'arriver, et le ramena avec elle, pensant qu'il gênerait Moutier plus qu'il ne lui servirait. Les hommes qu'Elfie avait trouvés tremblants dans la salle de l'auberge déployèrent un courage héroïque, aussitôt qu'ils eurent appris par Elfie où en étaient les choses et le genre de secours que leur demandait Moutier. Ils se lancèrent bruyamment dans la chambre où gisaient les blessés, et s'empressèrent d'offrir au vainqueur l'aide de leurs bras pour terrasser ses ennemis. Moutier. Quant à cela, messieurs, je ne vous ai pas laissé d'ouvrage, les voilà tous par terre, mais il faut que vous m'aidiez à les loger, aux frais de l'État, dans la prison de la ville la plus proche.
Je ne suis ici qu'en passant, je n'y connais personne. Et puis vous voudrez bien, quelques-uns de vous, m'aider à transporter le pauvre étranger qu'ils ont voulu égorger et qui n'a pas encore repris connaissance. Pour celui-là, c'est un médecin qu'il faut et de bons soins. Les vaillants habitants se mirent à la disposition de Moutier, dont l'habit militaire, la croix et les galons de sergent les disposaient au respect. Il en dépêcha 2 à la ville pour requérir les gendarmes, il donna à 4 autres la garde des malfaiteurs, avec injonction de garrotter la femme et son frère. Il en envoya un demander à Madame Blido si elle pouvait recevoir l'étranger, et il garda les autres pour l'aider à faire revenir le blessé et pour aller délivrer Torchonnet dont il indiqua la prison. Madame Blido ne fit pas attendre la réponse. Tout ce que vous voudrez et quand vous voudrez, vous fait dire Madame Blido, monsieur le sergent. Tout sera prêt pour recevoir votre monsieur. Moutier posa un matelas par terre, étendit dessus l'étranger, aidé de 3 hommes vigoureux, il l'emporta ainsi et le déposa chez Madame Blido, dans la chambre et sur le lit qu'elle leur indiqua. Elle aida Moutier à lui enlever ses vêtements, à laver le sang figé sur son visage et qui le rendait méconnaissable. Quand il fut bien nettoyé, Moutier le regarda, il poussa une exclamation de surprise. « Quelle chance, ma bonne Madame Blido! Savez-vous qui je viens de sauver du couteau de ces coquins? Mon pauvre général prisonnier. C'est lui. Comment diantre a-t-il été se fourrer par là? Le voilà qui ouvre les yeux, il va revenir tout à fait. » En effet, le général reprenait connaissance, regardait autour de lui, cherchait à se reconnaître, il examinait Madame Blido. Il ne voyait pas encore Moutier, qui s'était effacé derrière le rideau du lit, mais quand le général demanda « Où suis-je » Qu'est-il arrivé? Moutier se montra, lui prenant la main, « Vous êtes ici chez mes bonnes amies, mon général. Le brigand chez lequel vous étiez descendu a la cuisse cassée, son frère a le crâne défoncé, et la femme a reçu un coup d'assommoir dont il lui restera quelque chose si elle en revient. » Le général. « Comment, encore vous, mon brave Moutier? C'est pour vous que je suis venu me fourrer dans ce guêpier, et c'est vous qui m'en tirez, qui êtes encore une fois mon brave sauveur? Moutier. Trop heureux, mon général, de vous avoir rendu ce petit service. Mais comment est-ce pour moi que vous avez pris vos quartiers chez ces coquins? Avant de répondre, le général demanda un verre de vin, il l'avala, se sentit remonter et dit à Moutier, « Vous m'aviez dit que vous vouliez passer par ici pour voir vos bonnes amies et les enfants, j'ai voulu vous épargner la route par étapes d'ici jusqu'aux eaux de Bagnoles, et je suis venu vous attendre chez ce scélérat qui a si bien manqué m'égorger. » Moutier. Comment ont-ils fait pour s'emparer de vous? Et pourquoi voulaient-ils vous tuer? Le général. Nous avons eu une querelle au sujet d'un pauvre petit diable qui avait l'air si malheureux, si malade, si terrifié, que j'en ai eu compassion. Je lui ai donné une commission et 20 francs pour en payer un, le surplus pour lui. Le fripon d'aubergiste a volé les 20 francs, car je n'ai plus revu l'enfant. Je lui en ai reparlé le lendemain. J'ai su que l'enfant était le fils d'une mendiante, qu'il a laissé à l'aubergiste pour l'aider dans son ouvrage, j'ai vu que l'enfant devait être traité fort durement. J'ai demandé à payer son apprentissage quelque part, le coquin a refusé. J'ai dit que j'irais le demander au maire de l'endroit, il est entré en colère et m'a parlé grossièrement. J'avais eu la sottise de lui laisser voir ma bourse pleine d'or, des billets de banque et des bijoux dans ma cassette, et je lui dis qu'il avait perdu par sa grossièreté une bonne occasion d'avoir quelques milliers de francs. Il s'est radouci, m'a dit qu'il acceptait le marché, j'ai refusé à mon tour, et j'ai tout remis dans ma cassette. L'homme m'a lancé un regard de démon et s'en est allé. 1 heure après, la femme m'a fait passer dans une petite salle éloignée et m'a apporté mon déjeuner, le mari est rentré comme je finissais. Je n'y ai pas fait attention. J'ai entendu qu'en sortant, il fermait la porte à double tour. J'ai sauté sur la porte, j'ai secoué, j'ai poussé, j'ai appelé, personne et pas moyen d'ouvrir. J'ai été à la fenêtre, j'ai ouvert, pas moyen de sauter dehors, des barreaux de fer énormes et serrés à n'y pas passer un écureuil. J'ai crié comme un sourd, mais aussitôt les volets se sont fermés, j'ai entendu barricader au dehors. Pour le coup, la peur m'a pris, j'étais là comme dans une souricière. Pas d'armes. Je n'en avais pas sur moi, et ils avaient enlevé le couvert et les couteaux. Je criais, c'est comme si j'étais resté muet. Personne ne m'entendait. Que faire? Attendre? C'est ce que j'ai fait. Il faudra bien qu'il m'apporte à manger, pensais-je, en me mettant près de la porte, je m'élancerai dehors dès qu'elle sera entr'ouverte.
J'attendis longtemps, et, quand on vint, ce ne fut pas la porte qui s'entr'ouvrit, mais le volet, on me passa des tranches de pain. Il y a de l'eau dans la carafe, dit la voix de l'aubergiste, et le volet se referma. Je restai ainsi 2 jours fatigué à mourir, n'ayant qu'une chaise pour me reposer, du pain et de l'eau pour me nourrir, horriblement inquiet de ce qui allait m'arriver, je bouillonnais quand je pensais que vous étiez peut-être ici, à 500 pas de moi et ne pouvant me porter secours. Enfin, le 3e jour, j'entendis un mouvement inaccoutumé du côté de la porte, je repris mon poste, prêt à me jeter sur le premier qui paraîtrait. En effet, j'entends approcher, la clé tourne dans la serrure, la porte s'ouvre lentement, l'obscurité de ma prison ne leur permettait pas de me voir. J'attends que l'ouverture de la porte soit assez large pour me laisser passer, et je me lance sur celui qui entre, je reçois un coup de poing dans le nez. Le sang jaillit et me gêne la vue, ce qui ne m'empêche pas de chercher à me faire jour, mais ils étaient plusieurs, à ce qu'il paraît, car je sentais les coups tomber comme grêle sur ma tête, sur mon dos et surtout sur mon visage. Le sang m'aveuglait, je ne voyais plus où j'étais. J'appelle, je crie au secours, les coquins jurent comme des templiers et parviennent enfin à me jeter par terre. L'un d'eux saute sur ma poitrine, pendant que d'autres me garrottent les pieds, les mains, et m'enfoncent dans la bouche un mouchoir qui m'étouffait. J'ai bientôt perdu connaissance, et je ne sais pas comment j'ai été délivré ni comment vous avez pu deviner le danger où je me trouvais. Moutier. Je vous raconterai cela, mon général, quand vous vous serez reposé, vous avez l'air fatigué. Il vous faut un médecin, et je vais l'aller chercher. Le général. Je ne veux rien que du repos, mon ami. Pas de médecin, pour l'amour de Dieu. Laissez-moi dormir. La pensée que je me trouve ici, chez vos bonnes amies et près de vous, me donne une satisfaction et un calme dont je veux profiter pour me reposer. À demain, mon brave Moutier, à demain. Le général avala un second verre de vin, tourna la tête sur l'oreiller et s'endormit.